aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants, avec l'audition de M. Evans Saliès, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, et M. Olivier Redoulès, économiste et directeur des études de Rexecode. L'audition de ce jour est enregistrée et diffusée en direct et elle fera l'objet d'un compte-rendu sur le site du Sénat. Messieurs, avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues à l'article 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Aucun, de ce que je comprends. Je vous invite à prêter successivement serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je le jure. Je le jure. Merci. Notre commission d'enquête, dont les membres ont été nommés le 15 janvier dernier, poursuit 3 objectifs principaux. Tout d'abord, établir le coût des aides publiques octroyées aux grandes entreprises, entendues comme celles employant plus de 1000 salariés et réalisant un chiffre d'affaires net mondial d'au moins 450 millions d'euros par an, ainsi que le coût des aides versées à leurs sous-traitants. Ensuite, déterminer si ces aides sont correctement contrôlées et évaluées, car nous devons veiller à la bonne utilisation des deniers publics. Enfin, réfléchir aux contreparties qui pourraient être imposées en termes de maintien de l'emploi, au sens large, lorsque des aides publiques sont versées à des grandes entreprises qui procèdent ensuite à des fermetures de sites, prononcent des licenciements, voire délocalisent leur activité. Nous avons souhaité vous entendre aujourd'hui afin de disposer des principales conclusions de vos travaux d'économistes portant sur les aides publiques aux entreprises. Quelle est la définition des aides publiques aux entreprises que votre organisme retient? Que pensez-vous des 4 périmètres identifiés par France Stratégie dans son rapport de 2020 sur les politiques industrielles en France? Quelles sont, selon vos analyses, les principales aides dont l'efficacité est avérée? Quelles sont celles qui, à l'inverse, présentent une efficacité insuffisante? Les aides publiques aux entreprises sont-elles suffisamment suivies, contrôlées et évaluées? Et enfin, disposez-vous d'éléments permettant de comparer la pression fiscale et sociale exercée sur les entreprises en France et dans les principaux pays de l'OCDE? Nous vous proposons d'organiser cette audition en 3 temps. Monsieur Evans Saliès prendra d'abord la parole au nom de l'OFCE pendant à peu près 15 minutes, puis Monsieur Olivier Redoulès pendant 15 minutes également en tant que représentant de Rexecode. Je laisserai ensuite la parole à Fabien Gay, notre rapporteur, qui vous posera quelques questions pour approfondir certains points. Et enfin, les membres de la commission d'enquête pourront également vous interroger s'ils le souhaitent. Je vous laisse la parole donc en débutant par Monsieur Saliès. Merci. Merci, Monsieur le Président. Du coup, j'ai décidé j'ai choisi de répondre aux questions que vous aviez posées dans la convocation que vous venez de mentionner, plutôt que de présenter les travaux, ce qui prendrait un petit peu de temps, mais j'y ferai référence après si vous posez des questions ultérieures. Bon, en tant qu'économiste, la définition que je vais adopter, l'approche que je vais adopter de la définition des aides publiques, ce sera pour les aides sur lesquelles je voudrais focaliser ma présentation, les aides à la recherche et développement et l'innovation. Ce sont des aides qui viennent pallier une défaillance de marché. Donc l'idée, c'est que dans un marché où on produit de la connaissance, la production de connaissances, il y a des externalités. La connaissance est un bien public et l'aide, idéalement, est un transfert, une dépense de l'État qui va venir pallier, compenser, faire en sorte que les entreprises produisent le bon niveau de recherche. Dans la nature de bien public des connaissances fait que créer des comportements un peu de passagers clandestins. Vous faites une innovation, je vous copie, et le secret, le brevet n'est jamais suffisant pour assurer dans un marché, et j'insiste, c'est le fait qu'on soit dans des économies de marché, ça crée ces comportements-là. Donc c'est pour ça que la recherche publique est en dehors du marché, avec un financement que je peux trouver personnellement insuffisant, mais c'est bien un exemple de secteur qu'on sort du marché pour pas rencontrer ces biais. Donc l'aide va résoudre ça,
et le problème d'accès au financement de jeunes entreprises innovantes qui sont souvent exclues du financement bancaire. L'intervention de l'État, l'aide va venir permet à ces entreprises de trouver des financements, et on a plein d'exemples de financement. Alors on peut penser à les financements de la Banque publique d'investissement, mais ça peut aller beaucoup plus loin, ça peut être des garanties. Par exemple, vers chez moi, il y a la Banque de Monaco apporte des garanties à des entreprises qui viennent se financer. Je peux donner un exemple d'entreprise qui commence à être connue, qui s'appelle Flying Wells, qui a obtenu ce genre de financement. Donc on a une intervention publique pour pallier ces problèmes de marché. Donc les aides publiques, elles sont très diverses. Donc au-delà d'une définition un peu théorique comme ça, c'est très très divers. Les incubateurs dans les pôles de compétitivité, les aides directes qui réduisent immédiatement le prix de la recherche et développement, par exemple. Quand vous faites une aide de la Banque publique d'investissement, quand vous avez des exonérations de cotisations sociales partiellement pour les jeunes entreprises innovantes, là, c'est direct, on réduit immédiatement le prix du travail dans ces entreprises-là, ce qui est différent de la mesure que vous connaissez, la plus importante, le crédit d'impôt recherche, qui, elle, est une aide qu'on va appeler indirecte, puisqu'elle n'intervient pas directement avant. Ça va gonfler la trésorerie, et l'assiette, c'est de la R&D, mais après, ce que les entreprises en font, bon, on ne sait pas. Hein, quand je dis on ne sait pas, dire elles peuvent faire ce qu'elles veulent avec le crédit d'impôt. Donc c'est des aides indirectes. Et les aides à la R&D, sur lesquelles je me focalise un peu plus, sont, vous le savez, Madame Cartier-Bresson l'a dit, sont exemptées de notification à la Commission européenne. Donc il y a un paquet d'autres aides qui sont comme ça. Et le crédit d'impôt recherche et les aides à la recherche et développement en font partie. Sur le périmètre de France Stratégie, bon, j'ai regardé, ce qui m'a beaucoup convaincu dans le périmètre de France Stratégie, dans les 4 périmètres, c'est plutôt la catégorisation qu'ils ont faite dans leur rapport. C'est-à-dire de ventiler les aides dans 19 catégories. Je pense que ça a une grande utilité, plus que les périmètres. Parce que finalement, les périmètres, celui qui nous intéresse, c'est bien le périmètre 1, celui dans lequel on a le grand total des aides aux entreprises, dont la somme la plus est large, je dirais. En revanche, la catégorisation est intéressante parce qu'elle dit qu'il y a des aides qui, finalement, si vous étudiez par exemple le dispositif des jeunes entreprises innovantes, il y a des exonérations de cotisations. Donc, grâce à la catégorisation, on sait que il va falloir regarder aussi aux autres exonérations, par exemple, que pourraient avoir ces entreprises-là. Donc, la catégorisation est intéressante pour voir les aides qui pourraient interagir entre elles, pour l'évaluation. Donc, je pense que la catégorisation est intéressante pour ça, mais sur le périmètre, j'ai pas plus à dire. Le périmètre 1 est très, bien sûr, je pense, le plus pertinent, selon moi. Sur l'efficacité et l'efficience des aides. Alors, je pense que c'est important de dire que le critère d'efficacité n'est pas suffisant. Et je peux prendre pour preuve, si je prends la réforme de 2008 du crédit d'impôt recherche, par exemple, vous avez l'efficacité qui a augmenté, puisque les entreprises ayant été plus aidées, l'effet est plus grand, mais le coût est aussi plus grand. Donc, il faut regarder absolument l'efficience des aides. Et là, je me réfère au rapport Morel-Alussier-Petit de 2018, qui est un rapport important, avec des contributions de Basselet ou autres. Je pense que c'est très important pour insister sur l'efficience, le rapport efficacité-coût. Et je répète, pour le crédit d'impôt recherche, oui, ça a plus d'effets, mais ça coûte plus. Donc, il faut faire le ratio des deltas pour savoir si, finalement, il y a un effet de levier plus fort qu'avant la réforme. Et je rappelle qu'avant la réforme, le CIR était incrémental. Donc, n'avait le crédit d'impôt recherche, avant 2004, en réalité, de 83 à 2004, que les entreprises qui augmentaient leur recherche et développement. Donc là, les effets de levier étaient forts. Donc c'est le graphique 1 que je vous présente là-haut, bon, qui est en log. Si vous prenez les écarts entre deux courbes, vous avez vraiment en milliards, en regardant l'échelle de gauche, on voit que depuis 2008, on a tout en haut la DIR, de la dépense de recherche des entreprises qui augmente de manière
je dirais, une tendance, il n'y a pas de point d'inflexion. Le crédit d'impôt recherche en bas, qui est le gros truc qui s'envole, on voit un grand saut, et les subventions qui sont en bas et qui ont tendance à remonter aujourd'hui. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder avant 2008 et après 2008. Avant 2008, qu'est-ce qu'on voit même avant 2004? On voit le crédit d'impôt recherche en bas qui est de l'ordre de 500 millions, 1 milliard sur l'échelle de gauche. Et on voit quand même que la dépense de recherche et développement augmente. Avec la réforme de 2008, on ne voit pas plus d'augmentation. Alors évidemment, ça, ce n'est pas une évaluation, mais c'est le genre d'observation qui a, je pense, incité à faire des évaluations derrière, de dire on a un crédit d'impôt recherche qui est multiplié par 14, par 13, ça fait pas 500 millions à 8 milliards aujourd'hui, et une RD qui, on ne voit pas de saut. Et la courbe en rouge dessous, c'est les dépenses déclarées au crédit à l'administration pour toucher le crédit d'impôt recherche. Donc, elle, c'est pareil. Les dépenses déclarées, ce sont les dépenses que des entreprises qui ont le CIR. On ne voit pas de saut particulier. C'est pour ça que les évaluations vont, comme elles se font aujourd'hui beaucoup, avoir un groupe qui a le dispositif, n'importe quelle aide, hein, d'ailleurs, que ce soit le CIFRE, le Jeune Entreprise Innovante, CICE, etc., et un groupe qui ne l'a pas. Alors, c'est dur avec le CICE, parce que toutes les entreprises bénéficiaient pratiquement, et quand ça bascule en exonération de cotisation générale, toutes elles en profitent pour les salaires jusqu'à un certain seuil. Donc là, ce qu'on va plutôt regarder, c'est si un supplément d'aide accroît une variable qui nous intéresse de performance. Donc, l'efficience est vraiment ce qu'il faudrait mobiliser dans la réflexion. Et à ce jour, je veux dire, pour le crédit d'impôt recherche, en fait, on n'a pas d'évaluation macro. On a des évaluations ex-ante, sont très importantes aussi pour l'évaluation, mais les évaluations ex-ante, vous avez des résultats qui vont du simple au triple en termes de création d'emplois. Vraiment, c'est... Alors, il y a la DG Trésor, qui a fait 2 évaluations importantes, et puis sur ECO, le Mouet, les Agamés, qui ont fait une évaluation aussi. Alors, celle-là, elle est dans le rapport de France Stratégie, de la SNEPI, de la Commission nationale d'évaluation des politiques d'innovation. Voilà, donc les évaluations ex-ante sont importantes parce qu'elles vont apporter une vision macro, mais il y a des écarts entre les résultats qui sont tels que j'ai un peu plus confiance dans les évaluations ex post, micro, mais qui sont confinés à des sous-échantillons, qui fait qu'on ne peut pas extrapoler à la macroéconomie. Donc quand on dit le CIR est efficace, oui, il est efficace pour le sous-échantillon d'entreprises pour lesquelles on l'a étudié. Bon, il existe, excusez-moi, il existe quand même ce genre d'analyse? Oui. Catégorie d'entreprise par catégorie? Oui, catégorie d'entreprise. Et les courbes sont à peu près les mêmes, où on se rend compte que ça a beaucoup plus d'impact sur les plus petites et moyennes entreprises que sur les très grandes entreprises, au niveau de l'effet générateur de recherche, voilà, de recherche et développement. Alors, il n'y a pas trop d'études qui vont distinguer les grandes et les petites dans une même évaluation. Et une des raisons, par exemple, pour lesquelles les grandes n'étaient pas trop considérées, c'est parce que si vous regardez que les grandes, vous n'allez pas en avoir beaucoup. Et les méthodes sont exigeantes en termes de taille d'échantillon. Ouais, exactement. Donc, c'est une des raisons. Mais on trouve plus d'effets sur les petites que pour les grandes, effectivement. C'est clair, une toute petite entreprise, il y en a certaines sans le crédit d'impôt recherche, elles ne rentrent pas sur le marché. Voilà, elles ne démarreront pas. Et elles sont JEI aussi en même temps, souvent. Il y a les deux. D'ailleurs, le fait d'être JEI et de ne pas avoir le CIR, généralement, on a les deux. Ça permet de savoir de... Est-ce qu'elles sont suffisamment suivies, contrôlées, évaluées? Si je prends le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation, le crédit d'impôt jeune docteur, tout ça, c'est dans le CIR, en fait. C'est le même article, 244 quater B. Il y a beaucoup d'évaluations. Il n'y a pas de problème. Le suivi, il y en a eu aussi des suivis. Enfin, quand je dis beaucoup, c'est une vingtaine. Il y a des revues de la littérature. Sur le JEI, Jeune Entreprise Innovante, il y en a aussi 2. Sur le CIFRE, il y en a une. Ce qui manque un petit peu, c'est des évaluations des programmes européens, les programmes cadres, le FP7.
Ça manque un petit peu, dire une dimension européenne, c'est-à-dire des entreprises françaises qui touchent des aides qui viennent de la Commission européenne. Ça, je pense que ça manque un peu. Le suivi, oui. Le SNEPI, la SNEPI suit très bien, de France Stratégie suit bien les évaluations. Alors, j'ai parlé que des aides à la recherche et développement et à l'innovation, vite fait, pour ne pas parler de toutes les autres. Il y en a, j'ai vu dans la commission, il y en a 2000, ou, il y en a beaucoup. Donc, je sais que France Stratégie a aussi suivi très bien le CICE, enfin, vous le savez aussi, et d'autres dispositifs. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Sur bon, je me souviens de la commission sénatoriale de Gontier-Morin de 2015, qui m'a marqué un peu, puisqu'elle n'a pas été votée par le Sénat. Donc là, on avait eu un suivi, une commission importante qui n'avait pas été votée. Donc, il y a une dimension, si vous voulez, la politique qui rentre dans la discussion, qui fait que le suivi, d'accord, mais comment le politique, comment vous allez vous emparer de ces résultats pour faire une réforme radicale ou pas. Alors effectivement, bon, dans le projet de loi dans la loi de finances de 2025, il vient d'y avoir des réformes importantes, notamment une. Je pense qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, non ? Notamment une, voilà, je vais terminer là-dessus, sur le crédit d'impôt jeune docteur, qui, bon, quand vous dépensiez en super brut 1, l'aide était 1,2, c'est-à-dire que vous aviez 120% de ce que vous aviez dépensé. C'est un dispositif qui a une efficacité, ça a été prouvé, mais là on ne peut pas parler d'efficience. Ça ne peut pas être efficient s'il y a un truc qui vous coûte plus que ce que l'entreprise. C'est la raison pour laquelle moi j'étais porteur d'un amendement au nom de la délégation aux entreprises pour qu'on diminue l'impact derrière, mais qu'on maintienne le dispositif, mais en limitant son impact. C'est important. L'histoire raconte quand même, je ne pense pas que ce soit une légende, mais l'histoire raconte quand même que certains hauts cadres de grandes entreprises se seraient vantés que ça gagnait de l'argent que d'embaucher des jeunes doctorants. Et c'est venu aux oreilles de Bercy, qui ont dit, puisque c'est ça, on va sabrer le système. Vous confirmez ? Oui, ben on le voit. Ce 1,2 n'existait que pour ce dispositif. Donc maintenant, ça a été retiré. Il est aidé à embaucher un docteur. Le super brut d'un docteur, c'est les dépenses éligibles. Hein, c'est pas tout le super brut, c'est à peu près 70%. À peu près. C'est 30% de ces 70%. Donc voilà, ça va rapporter. Voilà ce que ça rapportera. C'est incitatif, ce qui est un petit peu dommage. Et je peux juste après, je vous parlerai du deuxième graphique et puis j'arrête. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que quand même ce dispositif était fait pour les docteurs qui ne sont pas ingénieurs. Il avait des effets d'aubaine, puisque quelqu'un qui était ingénieur et docteur, c'était formidable. Il y a un tropisme un peu ingénieur dans les entreprises qui préfèrent embaucher des ingénieurs que même des docteurs à spécialité ingénieur. Donc, en enlevant quand même l'incitation, c'est un peu embêtant. Donc, ce qu'on aurait pu faire, c'est le garder, mais peut-être que ce n'est pas possible constitutionnellement, je ne sais pas, de le garder que pour les gens qui sont docteurs, mais pas ingénieurs. Voilà. Et puis, sur le contrôle, les économistes ont aujourd'hui quelques résultats le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a donné une base de données à l'IPP il n'y a pas si longtemps. Et la DGFiP aussi. Un échantillon d'entreprises contrôlées. Et les résultats n'ont pas été très bons. Il y a à peu près une trentaine de pourcents d'entreprises dont la conclusion n'était pas favorable. Et pas favorable, on se rend compte après que ces entreprises ont moins recours au crédit d'impôt recherche. Et pour un équivalent alors je ne vais pas dire c'est pas de la fraude, mais de 270 millions d'euros. En fait, quand on commence à regarder les redressements, les choses comme ça, si on les extrapole si toutes les entreprises avaient été contrôlées, c'est un petit peu inquiétant. Et la dernière question sur la pression fiscale, voilà, je voulais vous montrer, ça c'est en gros le prix pour un investissement en R&D de 1 euro, on va dire. Donc finalement, il ne vous coûte en France, la courbe bleue par exemple pour les PME à droite, 7 euros ne vous coûte que 0,6 à peu près, entre 0,5 et 0,7, c'est la courbe bleue qui descend. Et donc ça montre un petit peu le taux de subvention de la R&D. Ça, c'est cette pression fiscale. Pourquoi j'ai mis ce graphique-là ici? Parce que les multinationales qui évaluent où est-ce qu'elles vont faire de la R&D, c'est cette courbe, c'est ça qu'elles vont regarder.
Elles vont regarder combien ça me coûte quand je mets 1 euro de RD dans le pays. Dans un pays en crédit d'impôt, si vous voulez, ça capture les aides indirectes, sauf ce qu'on appelle les IP box, les patent box. En France et en Espagne, voilà, ça coûte le moins cher de faire du R&D. Alors oui, alors nous, on est tout en bas. Regardez la courbe bleue. Voilà. On est vraiment au plus bas. Donc le prix de la R&D est le plus bas. Mais l'Allemagne, qui vient de mettre un crédit d'impôt recherche en 2020, est en train de descendre. Donc il faut voir finalement tous les pays. L'attractivité fiscale, ça concerne aussi la R&D. Donc la pression fiscale, je dirais, à la R&D, elle n'est pas très, très, très forte, si vous voulez. Oui, voilà, non, le prix, c'est le prix. C'est un prix qui diminue si vous partez. Donc il y a l'Allemagne qui fait quand même le double de RD de la France n'avait pas de crédit d'impôt recherche jusqu'en 2020. L'Allemagne qui fait le double de RD, oui, de la France. Oui, et la France le double de l'Italie, ça donne des ordres de grandeur, n'avait pas besoin d'un crédit d'impôt pour faire ça. Maintenant, il a une efficacité. Effectivement, sans le crédit d'impôt recherche, le consensus des évaluations, c'est de dire qu'il y aurait 7 milliards de moins à la RD aujourd'hui. Vous donnez 7 milliards, elle les utilise pour faire de la RD. Sans ça, donc, il y aurait donc 7 milliards de moins. C'est difficile, difficile d'en sortir. Voilà, je pense. Puis après, je pourrais répondre aux questions sur les études. Merci. Merci, Monsieur Saliès. Monsieur Redoulès, pour Rexecode. Bonjour et merci de m'accueillir pour cette audition. À Rexecode, nous ne faisons pas d'évaluation microéconométrique aussi détaillée que Monsieur Saliès a présenté, donc je ne rentrerai pas dans ce niveau de détail. Par contre, j'ai plus d'éléments de comparaison sur la pression fiscale sur les entreprises pour resituer le montant de ces aides dans l'ensemble des prélèvements. Par exemple, ici, j'ai fait figurer pour l'ensemble des pays européens pour lesquels Eurostat publie les données utiles, l'ensemble des prélèvements nets rapportés à la valeur ajoutée pour les sociétés non financières, ce qui est sans doute le périmètre le plus adéquat à la fois pour parler d'entreprise et faire des comparaisons internationales. Ce calcul prend en compte les aides. Une partie des aides est déjà déduite automatiquement en ce qui concerne la France, qui est un peu spécifique sur ça, des cotisations. Les allégements, en fait, ils sont déjà retirés dans le calcul des cotisations, mais aussi en comptabilité nationale, vous avez les aides sont comptées soit en subvention d'exploitation, soit en aide à l'investissement. Le CIR est compté en aide à l'investissement. Bon, ce que l'on voit, c'est que la France arrive en deuxième position derrière la Suède sur l'ensemble de ces pays européens, avec 20% à peu près de la valeur ajoutée qui est consacrée au prélèvement obligatoire. Donc je pense que c'est important qu'on parle d'aide, de voir qu'il s'agit de montants de subventions qui constituent une intervention publique, mais qui viennent en retrait ou en complément, c'est pas toujours les mêmes entreprises qui en bénéficient, d'un niveau de prélèvement qui est globalement comparativement élevé. Slide suivant, s'il vous plaît. Et là, pour restreindre un petit peu le champ, j'ai fait la même comparaison pour les impôts de production. L'avantage au regard des impôts de production, c'est que ça nous situe en haut du compte d'exploitation, donc ça évite les sujets d'IS qui peuvent être très variables d'un pays à l'autre. Et on retire aussi par ailleurs les cotisations sociales dont on peut penser qu'une partie au moins représente une forme de salaire différé. Le classement de la France ne change pas trop. Et là aussi, en fait... Excusez-moi, j'ai pas compris. Une partie des cotisations sociales sont du salaire différé. C'est ça, oui. Et l'autre partie, c'est quoi? L'autre partie, c'est la fiscalité. Par exemple, quand vous avez des cotisations déplafonnées, c'est de la fiscalité. Donc, en tout cas, pour revenir sur ce point-là, donc j'ai classé les pays en fonction de ce montant net, et on voit que là encore, la France se situe en 4e position. La première position est occupée par la Suède,
pour une raison de choix, mais qui montre, qui illustre en creux la difficulté parfois à faire des comparaisons internationales si on ne prend pas l'ensemble, c'est qu'une partie du modèle social suédois est financé plutôt par un impôt de production que par des cotisations sociales. Donc si on regarde juste les cotisations sociales ou les impôts de production, on peut arriver à des conclusions différentes alors qu'il s'agit juste de choix de structure de financement entre les pays. Suivant, s'il vous plaît. Alors, que peut-on penser des évolutions récentes? Parce qu'on sait que justement sur les impôts de production, il y a eu des baisses importantes, d'abord dans le cadre du plan de relance, puis ensuite dans le cadre de la baisse de la CVAE. Alors ici, ce graphique, je l'ai réduit pour le secteur manufacturier qui justement était ciblé par ces mesures à la fois de relance et de la baisse de la CVE. Ce que l'on voit, c'est qu'on a eu effectivement, entre 2019, ce sont les bâtons verts, et 2023, alors j'ai inclus la baisse de 2024 pour la CVAE et qui est le bâton orange, tout ça c'est toujours rapporté à la valeur ajoutée, mais là de l'industrie manufacturière, on a eu une baisse très importante en France, quasiment de moitié, ce qui montre l'effort qui a été consenti par les pouvoirs publics. Cela étant, on reste sur des niveaux qui sont beaucoup plus importants que les autres pays, en particulier que l'Allemagne, mais même que la moyenne de la zone euro, où là aussi, les prélèvements nets ont aussi baissé. Alors, soit parce que c'est les impôts de production qui ont baissé, soit parce qu'on a augmenté les subventions dans un contexte notamment de crise énergétique. Suivant s'il vous plaît. Un élément important, un peu, parce que je pense que c'est important de le rappeler dans le contexte où une partie des aides aux entreprises, si on pense notamment aux allègements de cotisations et surtout aussi ceux qui a été mis en place à la suite du rapport Gallois de 2012, concernait le coût du travail. Le coût du travail, c'est toujours un peu compliqué parce que ça intègre du salaire brut, ça intègre des cotisations au-dessus, et le salaire brut dépend d'un certain nombre de facteurs. En fait, la France se distingue, par exemple, pour avoir des cotisations patronales qui sont plutôt plus élevées et que dans d'autres pays. Donc, cela étant, au fond, c'est l'heure de travail, ça rend compte du coût d'une heure de travail. Alors là, je l'ai pris de secteur manufacturier parce que c'est sans doute les choses les plus comparables entre pays. C'est jamais parfaitement comparable. Et on se rend compte que malgré les efforts qui ont été consentis depuis plus de 10 ans maintenant, de 13 ans, on se situe dans le groupe des pays, alors c'est pas complètement étonnant parce qu'il y a aussi un facteur de développement, mais où le coût du travail est le plus élevé. Alors, une partie du coût du travail, je pense, qui est important, c'est de... J'y reviens, en fait, une partie de cet écart de coût du travail vient des prélèvements portés par l'employeur, qui en France, c'est essentiellement des cotisations. Alors, ce qui est intéressant, dans le graphique précédent, on voyait que la France était à peu près un coût du travail comparable à l'Allemagne ou aux Pays-Bas, mais avec des salaires bruts beaucoup plus bas. Le salaire brut en France est beaucoup plus bas. L'écart vient d'un taux de cotisation qui est très important en France, qui est plus important, mais qui a aussi un profil atypique. Donc là, ici, c'est le cotisation employeur pour un certain nombre de pays qui est graphé en fonction... Excusez-moi, donc un salaire net moins important. Un salaire brut moins important. Et le salaire... Non, mais avec un salaire brut moins important et des cotisations plus importantes, vous avez donc un salaire net moins important. Le salaire net, le revenu disponible... jusqu'à un certain niveau de salaire, il est assez comparable. Parce que par ailleurs, les prélèvements sur le travail côté salarié sont assez médians pour la France. Donc en fait, l'écart vient surtout du côté des cotisations patronales. Et donc, ce que l'on voit ici, quand on compare les prélèvements employeurs de la France, ce qui est la courbe bleue, donc ensuite vous avez un certain nombre de pays, il y a un caractère atypique. C'est-à-dire qu'autour du SMIC, tout à gauche du graphique, on est le plus bas. Et ça, on voit la marque des allègements de cotisations. Ça a été un choix, on a fortement réduit le coût du travail au SMIC, et ça se voit en fait, le coût employeur est très bas, et puis il devient très fortement croissant, et il reste croissant très longtemps. Là, le graphique va jusqu'à 10 SMIC. On a un certain nombre de pays où, du fait notamment des choix de modèle social, mais aussi des choix de fiscalité, font que
les prélèvements employeurs diminuent en proportion du salaire. Ce sont des taux moyens. Donc au fond, quand on regarde, qu'on se pose la question des allègements, on voit qu'ils viennent en retrait. Donc c'est vraiment la courbe, on retrouve en creux la courbe du barème d'allègement. Ils viennent en retrait d'un taux qui sinon serait à peu près plat, autour de 44%, et qui serait totalement singulier par rapport à tous les autres pays. Suivant, s'il vous plaît. Dans une étude que nous avons publiée récemment, mais je pourrais y répondre à des questions plus tard, nous avons aussi intégré les effets de la fiscalité et des prélèvements côté salarié. Nous avons tenu compte aussi du salaire différé qui pourrait justifier une partie de ces prélèvements. Et nous arrivons à la conclusion que, au fond, la France subventionne assez massivement le travail peu qualifié jusqu'à peu près 1,4-1,5 SMIC et ensuite surfiscalise le travail au-delà d'1,5 SMIC. Donc, c'est un choix, mais quand on regarde les allègements ou les taux réduits de cotisation sur les entreprises, et là je parle des allègements généraux parce qu'ensuite on a un certain nombre d'exonérations qui sont ciblées sur des secteurs ou sur des territoires, il faut avoir en tête que c'est la marque d'un choix de politique qui viennent avec un taux très bas d'un certain côté, un taux très élevé de l'autre. Et la normale, en fait, on pourrait se dire que ce serait plutôt zéro ici. Et donc, en fait, on a une forme de surfiscalité à partir d'un certain niveau de salaire. Alors, on peut discuter, bien sûr, de l'écart de cette surfiscalité, mais à mon avis, elle est sans doute assez significative. Suivant, s'il vous plaît. Ensuite, peut-être pour expliquer qu'on parle toujours des allègements de cotisations et des aides que ça représente, puisque c'est le montant en général en tête qu'on a le plus important, autour de 80 milliards d'euros. J'ai essayé de grapher sur un historique assez long, c'est-à-dire depuis 1990, le taux moyen de cotisation pour le secteur, l'ensemble des secteurs marchands non agricoles, c'est la courbe noire, le secteur manufacturier, c'est en bleu, et les services principalement marchands, c'est la courbe orange. Donc c'est juste, c'est la masse des cotisations employeurs divisée par masse salariale, et ça donne un taux moyen de cotisation pour ces trois grands secteurs. Alors, ce qu'on voit, c'est que si on revient sur la période, par exemple, qui a donné lieu au CICE, elle a été précédée entre 2012 et 2016 à peu près, d'une forte hausse des taux de cotisation. C'est plutôt entre 2010 et 2014, on a eu une très forte hausse des taux de cotisation. Et ensuite, on a une nette baisse. En 2019, ça correspond à la bascule CICE. Donc, au fond, tout dépend, pour mesurer l'impact de l'effort qui a été fait au moment du CICE, tout est une question de point de référence. Si le point de référence, c'est, disons, le taux maximal, on a fait un effort de 6 points de masse salariale, ce qui est effectivement considérable. Si le point de référence, c'est plutôt la moyenne de la deuxième partie des années 2000, on a fait un effort de 2 points. Et donc, en termes d'efficacité du dispositif, ça change tout. En fait, d'efficience plutôt d'ailleurs que d'efficacité, ça change tout parce que le montant qu'on a alloué n'est pas du tout le même. Voilà. Un élément aussi important pour apprécier l'efficacité du dispositif, c'est aussi l'objectif final que l'on peut avoir. C'est-à-dire, au fond, qu'on parlait du CICE, c'était l'emploi industriel. Alors, c'était l'industrie au sens large, pour partie. C'était même plus large parce que c'était la compétitivité, mais bon, c'était Louis Gallois qui avait fait le rapport, c'était un capitaine d'industrie, il avait en tête l'industrie, et une manière de mesurer l'empreinte industrielle, ça reste l'emploi industriel, puisque, par exemple, il n'est pas entaché d'erreurs de mesure du type localisation de la VA. Bon, ce que l'on voit, c'est que ici, ce graphique retrace les évolutions relatives de l'emploi industriel des grands pays de la zone euro sur l'emploi total industriel de la zone euro. Bon, on a une tendance décroissante de la France depuis 2000, qui s'était accentuée entre 2014 et 2016, qui correspond d'ailleurs au niveau très élevé de cotisation qu'on avait vu avant. Et à peu près depuis 2018, on a une légère remontée. On a stabilisé, on est revenu en fait au niveau de 2015, 2016, comme on dit graphiquement. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'on peut être frustré
à être toujours au plus bas avec l'Espagne. Sans doute on peut être frustré, mais cela étant, en fait, c'est sans doute le meilleur signe qu'on puisse avoir d'impact, s'il y en a un, des politiques de l'offre en faveur de l'emploi industriel, puisque là on est arrivé à réduire, comment dire, à stabiliser une dynamique qui était baissière. Alors, donc ensuite, ça peut être considéré comme quelque part déjà un suivi, une évaluation de certaines décisions politiques. alors, le sujet de la macroéconomie, à la différence des évaluations microéconomiques, c'est que la macroéconomie est entachée d'un grand nombre de facteurs qui jouent en même temps. Par exemple, on pourrait se dire, au fond, si je voulais être de mauvaise foi, l'Italie a aussi connu une hausse de l'emploi industriel, ils n'ont pas forcément fait de CICE, etc. Donc c'est très difficile de lier une relation de causalité entre la mesure donnée ou autre. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est l'objectif suivi, est-ce qu'on s'en rapproche ou pas. Mais ce sera très compliqué d'un point de vue macroéconomique d'établir des liens de cause à effet. Peut-être un dernier point pour... ensuite, je laisserai sans doute le temps à la discussion pour illustrer la question des prélèvements de manière, comment dire, historique. J'ai essayé, je pense que ce qui est intéressant quand on regarde les prélèvements, c'est d'avoir une perspective de partage de la valeur. C'est-à-dire, si on prend la valeur ajoutée des sociétés non financières, on peut la décomposer entre la masse salariale brute, ici c'est la courbe orange, les prélèvements nets sur les entreprises, c'est la même mesure que j'ai comparée entre pays, là je la compare sur l'historique, les revenus du capital, c'est la courbe noire, les transferts, c'est une sorte de résidu, et puis l'épargne après prélèvement net en capital. Donc c'est en fait ce qui reste d'entreprise et qui doit normalement financer l'investissement. Qu'est-ce que l'on voit? On voit que globalement, certes on a tous en tête que les montants d'aide globaux ont augmenté, les prélèvements nets n'ont pas forcément tant baissé que ça. Ils ont baissé récemment. Et ça, on voit la marque, notamment des baisses de cotisations, mais aussi des baisses d'impôts de production. Mais on est toujours autour de 20%, 21%. Alors on a atteint des niveaux un peu plus élevés. Le pic, ça doit être en 80, autour de 25%. Mais on ne retrouve pas l'ensemble, par exemple, pour citer les montants de France Stratégie ou du CLERC de 200 milliards d'euros, on ne les retrouve pas là. On ne retrouve pas 7 points ou 10 points de PIB d'écart ici. Pourquoi? Parce que, et je reviens un petit peu à un point que j'avais mentionné au début, c'est qu'au fil du temps, on a à la fois monté un certain nombre de prélèvements et on est intervenu massivement dans l'économie. Je pense qu'il y a deux causes principales à cela. Déjà, c'est parce qu'on a eu envie d'intervenir dans l'économie, que ça correspondait à des objectifs de politique publique. Et par ailleurs, on est aussi parfois intervenu dans l'économie parce que c'était la condition nécessaire à l'augmentation des taux de prélèvement. C'est-à-dire, vous augmentez par exemple votre prélèvement de 1 point de valeur ajoutée. Les profits des entreprises sont très hétérogènes. Certaines entreprises pourront absorber un point de valeur ajoutée. Alors après, elles peuvent décider d'investir ailleurs, mais en tout cas, elles pourront l'absorber. D'autres, non. Et donc, du coup, de manière assez systématique, on a essayé de soigner celles qui allaient moins bien et donc de faire, de manier en quelque sorte la carotte et le bâton en même temps. Et donc, on a cette politique d'intervention qui est sans doute assez dur à comparer par rapport à d'autres pays. Peut-être, j'ai peut-être un dernier slide. Oui, c'était pour répondre sur le travail qu'avait fait France Stratégie. Alors, il y a 2 ans, on avait publié une note avec ces codes parce qu'on avait un vrai questionnement intellectuel, d'ailleurs, d'abord personnel, sur qu'est-ce qu'on mettait derrière le terme aide aux entreprises. C'est un sujet qui monte, qui est utilisé, cette expression est utilisée par beaucoup de gens. Et il y avait eu deux notes assez formidables qui avaient été publiées par 2 organismes de très grande qualité. France Stratégie, dans son ouvrage sur les politiques industrielles en 2020, et le CLERC qui avait publié une note. Donc j'avais essayé avec quelques collègues de comparer les deux et d'essayer de voir qu'est-ce qu'on mettait derrière. On avait fait un petit tableau comparatif. Bon, on voyait que
pour 2 instituts de chercheurs de grande qualité, on arrive quand même à des montants différents pour la même année, parce que en fait, la méthodologie n'est pas claire. En fait, il y a plusieurs options méthodologiques que l'on peut prendre, qui sont aussi valables les unes que les autres, sur qu'est-ce qu'on considère comme une aide aux entreprises. Peut-être une incise, par exemple l'INSEE donne un détail assez poussé des prélèvements. On n'a pas autant de détails sur le côté aide. Vous avez un tableau des principaux impôts de l'INSEE où vous avez quasiment, vous n'avez pas forcément des compositions par secteur, mais vous avez quand même un détail très fin par impôt. Vous n'avez pas ce détail-là pour les aides. Donc c'est quelque chose sans doute qui manque pour comprendre ce qui se passe. Mais de fait, quand on regarde qu'est-ce qu'il y a dans cette masse d'aide, et donc ça aide à voir au fond, à choisir qu'est-ce qu'on veut mettre dans un périmètre d'aide. Vous avez un certain nombre de crédits d'impôt, mais vous avez le CIR, vous avez le CICE, mais vous avez le PTZ, qui est considéré comme une aide aux entreprises. Vous avez les exonérations des organismes HLM, d'impôt sur les sociétés, qui sont considérés comme une aide aux entreprises. Vous avez un certain nombre de taux de TVA réduites, qui sont considérés comme des aides aux entreprises. Alors, on peut considérer que ils bénéficient pour partie aux ménages. Normalement, la TVA, c'est payé par le consommateur. Vous avez l'ensemble des dispositifs d'exonération, de réduction de la TICPE. Vous avez bien sûr les allégements de cotisation. Vous avez un certain nombre de dépenses budgétaires, certaines, par exemple, sur les chambres d'agriculture, de commerce ou d'industrie. Vous avez l'audiovisuel public, vous avez les retraites de la Poste ou de France Télécom. Donc en fait, on a un ensemble de montants qui sont additionnés et je pense que tout dépend. Je vais faire une réponse qui est un peu frustrante, mais le choix du bon périmètre des aides aux entreprises, c'est tout dépend ce que l'on veut, ce qu'on interroge. Si c'est vraiment le montant total, on prend tout. Si c'est les interventions en TVA, en fiscalité indirecte, on prend certaines. Le marché de l'emploi, on en prend d'autres. Tout dépend exactement de ce qu'on va évaluer, mais il n'y a pas de vraie définition très claire. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux, messieurs. Juste comme ça, je note quand même que dans les noms qui apparaissent sur les allègements de cotisation, c'est pas un monopole de la droite. Voilà, c'était juste une réflexion comme ça. Monsieur le rapporteur. Oui, un petit peu. Monsieur le rapporteur, c'est pas méchant. Bon, merci, messieurs. Je ferai qu'une intervention pour laisser après mes 3 autres collègues, s'ils le souhaitent, poser beaucoup de questions. Moi, je rêverais d'un débat politique approfondi avec vous, parce que je vois passer des trucs. Bon, on mélange des tomates, des poivrons avec des concombres, tout ça. Si on peut me remettre le truc sur, pardonnez-moi, sur les heures, là, le coût des heures, mais parce que bon, ça veut rien dire. Pardonnez-moi de vous le dire. On compare ce qui est incomparable. Vous dites les laitons, c'est ce qui coûte le moins cher. Ouais. Vous connaissez le modèle social en Lettonie? Bon, ben moi, on n'est pas assuré contre le risque chômage ni les accidents du travail. Si c'est le modèle social que vous soutenez, vous en avez parfaitement le droit. Non, mais c'est pas ce qu'ils ont dit non plus. Non, mais raison. Oui. Mais si vous soutenez le modèle laiton, mais même on peut après aller chez les Chinois, on peut même trouver moins cher que les Chinois. Moi, ce n'est pas le modèle social que je soutiens. Donc, de toute façon, quand on met en comparaison cela, je pense qu'il est à droite comme à gauche. Mais il faut retourner aussi on ne peut pas présenter des chiffres comme ça et dire voilà, ça c'est apolitique. Tout est politique. Et vous avez un biais politique, comme les intervenants, les premiers que nous avons, en avaient un. Mais il faut les redonner dans un contexte. Évidemment, en France, nous avons un modèle social qu'il faut financer. Mais moi, j'en suis plutôt fier. Mais après, si on pense qu'il faut aller vers moins et pas assurer les gens sur l'assurance chômage ou les risques des accidents du travail, mais il faut aller au bout de l'analyse. Allons-y. Et on peut avoir un modèle chinois ou on peut avoir le modèle même indien et même bangladais et même ailleurs. Moi, je caricature, si tu parles. Les 5 non, tout à l'heure, c'était pas celui-là, c'était sur les heures, comme ça. Bon, bref, on n'est pas là pour ça parce que on est sur la question, mais je le dis, je suis disponible pour venir vous voir à votre institut et qu'on ait un débat politique pendant 2 heures
avec vous, avec grand plaisir, surtout. Ah, hop, c'était celui-là. Formidable, celui-là. Ah, bah, coût du travail. Bon, déjà, le coût du travail, déjà, on a un premier débat. Le travail, c'est pas un coût. C'est le travail qui produit la richesse. Bon, vous voyez, bon, on a déjà ce premier débat. Allez, j'en viens. Ah oui. On avance. On avance. Comme ça, je ne veux pas... Non, quel regard portez-vous sur l'idée de contrepartie aux aides publiques versées aux entreprises? Est-ce que vous les jugez justifiées? Et un traitement spécifique devrait-il être réservé aux grandes entreprises à ce sujet? Parce que vous avez vu que nos commissions d'enquête se spécifient sur les grandes entreprises. Deuxième question, que pensez-vous de l'interdiction de verser des aides publiques aux entreprises qui ferment un site, procèdent à les licenciements ou délocalisent, tout en continuant la même année à verser des dividendes à leurs actionnaires? Enfin, que préconisez-vous pour mieux contrôler et évaluer les aides publiques, dans le respect évidemment du droit européen? On a eu tout à l'heure une très belle audition de l'IGF qui nous a dit que sur le contrôle, l'administration fiscale réalisait, mais que c'est vrai, pas ou peu, pas d'outils pour suivre et évaluer, et qu'y compris l'administration aujourd'hui ne dispose pas d'ailleurs d'un outil, un tableau de bord. Et d'ailleurs, là par contre, votre tableau le montrait que deux instituts la même année avec les mêmes critères chiffrés différemment, parce qu'aujourd'hui, même l'administration n'en dispose pas. Donc, est-ce que vous seriez d'accord ou préconisez-vous que l'État puisse avoir un tel outil et le rendre transparent? Voilà, parce qu'on parle d'argent public. Voilà, je vous remercie à tous les deux. Alors peut-être pour commencer, je voudrais quand même donner quelques points de comparaison avec ce graphique, monsieur le rapporteur. Vous faites bien effectivement de signaler qu'il y a un écart considérable. Cela étant, en fait, pourquoi j'ai tout mis? C'est pour qu'on ne me dise pas, qu'on ne me fasse pas la critique de choisir les pays. En fait, j'aurais pu très bien dire je prends 10 pays, mais je prends lesquels? Après, on va me dire vous avez choisi ce qui vous arrange. J'aurais pu prendre les 10 premiers ou les 10 du cœur. J'aurais pu comparer la France, par exemple, à l'Espagne et à l'Italie. L'Espagne et l'Italie, c'est pas la Lettonie ou c'est pas la Pologne. Et pourtant, on est sur des niveaux de salaire qui sont 30 ou 25% en dessous de nous. Et qui, d'ailleurs, bénéficient de cet écart pour attirer un certain nombre de délocalisations. J'aurais pu prendre aussi, effectivement, l'Allemagne ou les Pays-Bas. Et justement, quand nous avons fait ce travail d'évaluation de l'écart de fiscalité nette, où on tient compte, d'ailleurs, du modèle social du mieux qu'on peut, je pense, tout est toujours perfectible, on voit qu'il y a une partie de ce qu'on appelle cotisation qui ne se retrouve pas du point de vue du salarié dans ceux dont il bénéficie ensuite. Et bon, on voit très bien d'où ça peut venir, déjà parce que on paie un certain nombre du côté du salarié d'impôts, mais aussi parce qu'on a un certain nombre de cotisations qui sont déplafonnées. Quand vous avez 13 points d'assurance maladie que vous payez de manière déplafonnée, quand vous touchez un certain montant de salaire, vous consommez pas forcément pour 13 points d'assurance maladie. Donc je pense que cet élément-là, il est important. Comment ? Ça dépend, je sais pas. Aujourd'hui, parce que vous êtes jeune, mais demain, lorsque vous serez à la retraite et que vous commencez, c'est ça la question. C'est un vrai. Bon, attendez. Mais c'est un vrai sujet. On va se mettre d'accord sur un truc où vous prenez vos 10 collègues, vous m'invitez à une soirée chez vous. Volontiers. On a un débat. On invitera même Monsieur le Président, il viendra. Ah, mais avec plaisir. Voilà, je viens seul et sans armes, ni haine, ni violence. Vous serez bien accueillis. Mais alors, pour revenir sur vos questions, trois questions sur les contreparties, c'est toujours très compliqué, les contreparties. C'est compliqué. Alors, je dirais déjà, en théorie, elles y sont déjà. C'est-à-dire, quand, par exemple, vous faites une dépense, vous bénéficiez du CIR, sous réserve que ce soit suffisamment clair, il y a un certain nombre de critères, que l'on sache évaluer ce qui est vraiment une dépense de recherche de R&D, etc. Elle est là, la contrepartie. Ensuite, on a fait le choix, à un moment donné, en 2008, de basculer vers une subvention du flux
à une subvention du stock. Effectivement, le stock, il était déjà là. Donc, on a subventionné des choses. Mais bon, c'était 2008, il y avait une crise économique, etc. Donc, on a sans doute profité. Je n'ai pas complètement tout l'historique. Mais de fait, la contrepartie est là. Est-ce qu'il faudrait plus de contrepartie? C'est compliqué parce qu'en fait, vous allez avoir déjà un sujet de ce qu'on peut vraiment évaluer ou pas. Et puis, à un moment donné, de ne pas rendre les choses très complexes. Pour venir au CIR, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même des entreprises qui vivent de la rédaction des dossiers de demande. Donc, enfin, on peut effectivement faire vivre tout un secteur comme ça. Je pense qu'il faut... Ensuite, je ne vais pas détailler plus parce que sinon je serais obligé de plagier mon ami François Eckhall. Mais François Eckhall a développé un certain nombre d'analyses sur le sujet de la conditionnalité des aides. Elles sont publiques, je vous renvoie vers elles. Sur les sites, alors, je vois bien le côté sensible de se dire on a donné des aides à une entreprise. Elle va fermer un site. On a des gens qui vont être laissés sur le carreau. Politiquement, mais même humainement et socialement, c'est très dur. Et en même temps, le propre d'une entreprise, c'est d'essayer, de voir si ça marche. Si ça ne marche pas, c'est de fermer. En théorie, nous avons un tissu de protection sociale qui est suffisamment protecteur pour permettre aux gens, alors peut-être il n'est pas assez, mais d'avoir une seconde chance de se réorienter, de changer de secteur. Mais de fait, ça pose au fond la question quand même de la logique de ces aides. Parce que la question ne se poserait pas si les entreprises ne seraient pas aidées, mais en même temps, c'est toujours le problème de la poule et de l'œuf, elles seraient pas autant aidées si les prélèvements à la base n'étaient pas si élevés. Donc il y a une question de modèle à remettre à plat sans doute et à voir dans quelle mesure on fait des aides dont à un moment donné elles ne nous mettront pas en difficulté d'un point de vue politique. Sur la transparence, oui, je pense qu'il y a vraiment un sujet de transparence. Je mentionnais par exemple tout à l'heure que l'INSEE, le comptable national, fait un tableau extrêmement détaillé, pas assez à mon goût, mais quand même très détaillé de tous les prélèvements. C'est compliqué d'avoir la même chose sur les subventions. Moi, je ne sais pas comment sont comptées les subventions. Alors, il faut aller regarder dans les manuels de comptabilité nationale pour savoir que le CIR est compté dans les aides à l'investissement et pas dans les subventions à l'exploitation. Ça n'a rien d'évident pour un kidam comme moi qui cherche à comprendre où vont les choses. Voilà. Oui, merci monsieur. Alors, sur les contreparties aux aides publiques, voilà, je vais reprendre le crédit d'impôt recherche. Il n'y a pas de contrepartie dans le crédit d'impôt recherche. Les contreparties, c'est ce qu'on appelle la conditionnalité extrinsèque. Il n'y a pas d'engagement des entreprises à maintenir de l'emploi après avoir touché le CIR. Donc, ce qu'on a, c'est une conditionnalité ex ante. C'est un peu comme si vous disiez pour toucher le chômage, il faut être au chômage. C'est exactement pareil. Donc, on touche là la nuance entre la morale et le légal. Et c'est pas forcément. Je reconnais. Et la morale de licencier, de délocaliser ou de fermer des sites quand vous avez touché des aides publiques. Mais dès l'instant où dans l'attribution des aides publiques, c'est pas une des conditions et on vous oblige pas à garder les salariés, voire développer, on vous oblige pas à garder un site, on vous interdit pas de délocaliser, c'est peut-être là qu'il faut qu'on se pose la question d'ailleurs. Tout à fait. Vous n'êtes pas dans l'illégalité. Non. Mais ça... Permets-moi juste cette insertion, pardon. Oui, pardon. Notre principal problème vient de là, et j'en ajoute un autre, c'est les déclarations des responsables politiques. Parce que, donc, il y a, quelle que soit l'aide, pas de conditionnalité. Et après, par contre, pour l'habillage politique, on a dit le CICE, 1 million d'emplois, ça sera pour l'emploi. Le CIR, c'est pour la recherche. Donc, il y a des déclarations politiques qui laissent penser au grand public, y compris parfois à nous-mêmes, parlementaires, que le CIR, c'est pour la recherche. Le CICE, c'est pour l'emploi. Un tel, c'est pour la transition numérique, écologie. Voilà. Donc, parce qu'il y a une déclaration politique, une intention politique, et après on s'aperçoit, 5 ans après, 8 ans après, 10 ans après,
Ah ben non, mais le CIR, il y avait une volonté de maintenir ou d'avoir ou d'acquérir de la recherche en France, mais le réel, c'est que ce n'est pas une condition posée. Tout à l'heure, on nous a expliqué qu'y compris, ce n'est pas en France, c'est au sein de l'Union européenne. Oui. Donc voilà, bon bref, et qu'après, il y a le réel. Donc il y a un décalage, mais le grand public, lui, il est resté sur l'intention politique et la déclaration politique. Bon, d'accord. Un petit détail près qui mérite quand même d'être précisé, et Louis Gallois, qui en est quand même un peu à l'origine, nous a bien précisé, le père, que le CICE, à l'origine, dans son esprit, n'avait rien à voir avec la création d'emplois. C'était donner de la compétitivité aux entreprises. Donc, moi je suis d'accord, il y a eu un détournement de communication de certains, mais en attendant, si on prend bien l'origine, il n'y avait aucune intention de booster la création d'emplois par le père du CICE. C'était de rendre de la compétitivité aux entreprises. Donc on ne peut pas, si vous voulez, moi je pense qu'on ne peut pas créer une Formule 1 et lui reprocher après de ne pas faire des économies de consommation de carburant. Parce qu'elle n'a pas été créée pour faire des économies, elle a été créée pour gagner des courses. Donc il faut qu'on parle des mêmes choses du début à la fin. C'est juste une parenthèse sur le CICE. Après, je partage complètement l'idée sur le crédit impôt recherche, où finalement on se rend compte qu'on ne dope rien du tout avec ça. Puisque le crédit impôt recherche n'est pas fait pour subventionner, enfin je dirais accompagner le développement de R&D, mais rien que le fait d'en faire. Et donc, derrière, on ne dope rien, quoi. Voilà. À l'époque, quand il a été introduit en 83, je fais une parenthèse très courte, très brève, très brève. Il y avait, après les chocs pétroliers, la fin des années 70, on avait la R&D dans le PIB qui baissait beaucoup. Et il fallait faire quelque chose. D'ailleurs, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est à peu près au même niveau qu'il y a 40 ans. On était à 2,14, à 2,20. On est à 2,40, 2,4 aujourd'hui. Ça pose question, et je ferme la parenthèse, c'est un autre sujet. Sur les petits points, monsieur Redoulès, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, sur ce point-là. Je voudrais juste avoir un point, c'est que le CIR est pour certaines entreprises, moi je parle de retour spontané, mais aussi ça fait écho au travail que je vous ai montré sur la fiscalisation du travail qualifié. Pour un certain nombre d'entreprises, et c'est d'ailleurs comme ça que la NRT communique dessus, et dans la note du CAE sur le dispositif, ils reprennent son graphique. Le CIR, c'est un peu le CICE des chercheurs, ça a baissé le coût du chercheur ou de l'ingénieur, parce que comme vous l'avez rappelé, ça touche un champ de salariés plus large que les seuls chercheurs, et de ce fait, il faudrait sans doute le vérifier auprès des entreprises, mais Even, il sait ça beaucoup mieux que moi, mais il y a des entreprises qui ont, à un moment donné, ont maintenu ou choisi d'installer, peut-être pas de ce seul critère, mais ça a participé à leur décision de se dire, bon, la France, il y a un certain nombre de critères de comparaison d'attractivité. Le coût du chercheur est relativement pas cher. Et voilà. Ensuite, effectivement, est-ce que c'était l'objectif recherché? Ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, c'est devenu ça. Non, mais je comprends parfaitement. Peut-être que ça n'a pas boosté certains, mais ça a permis de maintenir. Donc finalement, une absence de manque à gagner, quoi. Après, alors, sur le crédit d'impôt recherche, il est légitime de poser des contreparties en termes d'emploi. Enfin, on pourrait penser que c'est légitime, donc ex post, c'est-à-dire vous vous engagez à ne pas baisser les effectifs. Le crédit d'impôt jeune docteur, c'était vous ne devez pas les avoir baissés au moment où vous touchez le crédit d'impôt, avant. Au moment où vous embauchez le docteur, il ne fallait pas diminuer avant. Donc on reste avant. C'est pour ça que ce n'est pas une contrepartie dans le sens du rapport Viry. Voilà, c'est une conditionnalité ex ante, exactement, un critère d'éligibilité. Tout à fait. Mais comme 75% de l'assiette du crédit d'impôt recherche et de toutes les aides qui sont assises sur le salaire, je dirais, 75% des dépenses environnées, c'est-à-dire que même les dépenses de fonctionnement sont calculées de manière forfaitaire sur le salaire brut, etc. Donc en gros, vous pouvez dire que 75% de votre crédit d'impôt recherche, il est assis sur du travail. Donc ce serait légitime, on pourrait dire que ce serait légitime de dire on va créer des contreparties en termes d'emploi, puisque c'est un dispositif qui finalement... voilà. Mais ça ne veut pas... Bon, je vais pas dire, ça ne veut pas dire que ça réduit non plus le prix du travail. Dans quel sens? C'est que c'est un crédit qui vient après. Donc vous faites de la R&D, vous touchez le crédit d'impôt recherche, et après, si vous voulez, vous faites autre chose que de la recherche avec. Bon, c'est pas ce qu'on observe. Puis vous continuez à faire le même niveau de R&D chaque année.
et vous touchez du CIR sur ce niveau de RD et vous faites autre chose. C'est un crédit d'impôt, non de la trésorerie. Alors, je voulais dire, pour les grandes entreprises, pardon, excusez-moi, pour les grandes entreprises, alors je ne sais pas, alors, un conditionnement qui serait spécifique, je ne sais pas si c'est possible, des contreparties spécifiques. Si on prend le plafond, si on prend le plafond, est-ce que le droit européen donne le droit? Du coup, je ne sais pas. Voilà. Aux législateurs ou aux décideurs français là, je pense que de dire voilà, je ne sais attention, il y a un objectif au bout et il y a surtout une interdiction qui est de licencier pendant 5 ans, 8 ans. En tout cas, si ex-ante... De délocaliser, voilà, est-ce qu'on a le droit d'introduire ça? Vu l'exemple du crédit d'impôt jeune docteur où il ne fallait pas baisser l'effectif avant, donc ça c'était quand même une condition... C'est une condition, ouais, tout à fait, mais qui est quand même une condition sur l'emploi. Avant, mais du coup, quand même, ça met une restriction sur la variation d'effectifs salariés dans une entreprise. Alors bon, après, ça concerne que les effectifs à la R&D. Avant, il a été allégé un peu ce dispositif, moins durci, parce qu'à l'époque, c'était sur l'ensemble des effectifs. Donc aujourd'hui, l'entreprise peut toujours décider de réduire l'effectif non R&D. La question sur l'interdiction de verser, monsieur le rapporteur, l'interdiction de verser des aides publiques aux entreprises qui ferment des sites. Alors je peux vous dire, je ne connais pas d'études qui traitent de ça. Ça veut dire que je n'ai pas d'évaluation sur les aides à la R&D qui regarde quel est l'effet, par exemple, la temporalité, de dire est-ce qu'après avoir touché le dispositif, un site ferme ou pas. Même ne serait-ce que le mot licenciement, je ne vous dirai pas quelle étude, mais on parle de variation d'emploi, on parle de variation d'effectifs, mais on ne parle pas de licenciement. Donc en gros, on regarde sur l'emploi varie, mais en gros, je dirais, voilà, le chômage, ce n'est pas des statistiques, mais dans les évaluations, finalement, c'est un peu traité comme ça, une variable de performance parmi d'autres. Et alors ça, c'est un petit peu... J'ai découvert en préparant réponse à un petit peu votre commission. Sur la conditionnalité, bon, c'est un billet que je viens de faire en janvier, où je ne m'étais jamais vraiment posé la question avant, et pour vous dire qu'il n'y a pas de conditionnalité de contrepartie dans le crédit d'impôt. D'ailleurs, dans aucune des aides que je connais à la RD. Dernier point, quelles seraient vos propositions pour améliorer le contrôle et l'évaluation? Je pense que... bon, moi, la réforme que je défends aujourd'hui sur l'évaluation, améliorer les évaluations des aides publiques aux entreprises, il y a plusieurs. On peut vous répondre sur plusieurs points, mais je vais aller droit au but. Il y a les difficultés méthodologiques dans les évaluations qui viennent du fait qu'il y a les aides interagissent. Il y a plusieurs aides. Mais une autre difficulté, un peu de même nature, c'est que quand il y a des réformes, si vous faites des réformes et simultanément vous changez par exemple trois dispositifs dans le crédit d'impôt recherche, vous enlevez le plafond, vous le transformez en volume et vous changez un taux quelque part, ça fait trois réformes du point de vue pour l'évaluateur. Donc quand on évalue la réforme de 2008, je ne sais pas si on évalue le déplafonnement, je ne sais pas si on évalue le passage d'un taux d'un CIR hybride à un CIR complètement en volume, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en gros, mes propositions, ce serait de ne pas faire simultanément de faire des modifications législatives qui ne permettront pas de faire une évaluation facilement. Parce que vous ne saurez pas quelle est la décision. Voilà, on ne saura pas quelle sera la décision, tout à fait. Voilà, une à la fois, voilà, c'est l'idée. Sur le compte et pour améliorer le contrôle, votre proposition de créer une structure dédiée au contrôle des aides publiques, c'est vrai qu'il y a le comité d'évaluation et de contrôle aujourd'hui à l'Assemblée nationale avec le fameux rapport d'évaluation des contrôles des politiques publiques. C'était M. Morel-Alhuissier, petit, et puis je ne sais plus qui, en 2018. Je crois que le printemps de l'évaluation se passe là-bas, à l'Assemblée nationale, enfin, est organisé là-bas. Du coup, j'ai envie de dire qu'il pourrait accentuer le contrôle en faisant... Il y a beaucoup de rapports, en fait, d'évaluation. Non, mais le fait qu'il y a comment
La CEC, le CEC, le Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. Et c'est à l'Assemblée nationale, c'est composé de députés. Oui, donc... Alors, en tout cas, il évalue les évaluations. Il peut... Non, c'est pas un contrôle. Il évalue les évaluations qui n'existent pas. Ah, ça, c'est bon. Ça, merci. Non, merci pour ce moment. Il évalue les évaluations. Bon, en tout cas, on n'a jamais entendu parler. Il ne doit pas être très violent comme dispositif. On en a même jamais entendu. C'est vrai que c'est jamais venu jusqu'à nous. Ce qui était... Voilà. Il évalue les évaluations. Ce qui était un peu... Ouais. Ce qui était un petit peu le contrôle, par exemple, l'échantillon qu'a donné le ministère de la Recherche à l'IPP il y a quelque temps, pour discuter, pour évaluer, pour voir le contrôle, pas juste de dire il y a tant d'entreprises qu'on considère qui ont fraudé. C'est de dire, en fait, la question qu'il faut poser, c'est quel est l'impact que ça, parce que si vous fraudez et que vous êtes détecté et que vous refraudez derrière, donc en gros, on pourrait dire qu'une entreprise qui fraude, on pourrait penser, elle n'a pas à avoir recours au dispositif pendant un certain temps. Si on trouve une fraude ou une... Alors, évidemment, il faut s'entendre sur ce qu'on entend par fraude, surtout que l'IPP est assez précautionneux dans leur rapport. Ils parlent d'avis défavorables. Donc, parler d'avis défavorables, après avoir contrôlé, ça ne veut pas dire qu'il y a eu une malversation, quelque chose, vous voyez. Mais ce qu'on pourrait proposer, c'est de dire quand même, on vous demande de rembourser le crédit, l'aide que vous avez eue, elle n'était pas, c'est pas justifié, et vous n'avez pas le droit au CIR après. Ça, c'est plutôt une contrepartie. Du coup, le contrôle, bon, il faut beaucoup de fonctionnaires aussi pour le faire. Et j'ai cru comprendre à un moment que sous la présidence, les dernières présidences qu'on a depuis 2017, le nombre de fonctionnaires susceptibles de faire les contrôles a baissé. Après, ça peut être remplacé par des outils de type intelligence artificielle. Je sais que l'inspection générale travaille sur ça et de détecter dans les statistiques. En gros, si vous avez des variations de CIR importantes, par exemple, d'une année sur l'autre, on peut se poser des questions. Voilà. Merci, Monsieur Saliès. Monsieur Rodoules, vous voulez rajouter un tout petit point? Oui, j'avais trois petits messages. Sur les contreparties, je voudrais quand même rebondir. Il faut faire attention à ne pas rendre le coût de la séparation trop élevé pour les entreprises. C'est très variable pour les secteurs. Si on pense à des chercheurs, à des ingénieurs, à des gens très qualifiés, on est dans des modèles d'entreprise, on veut avoir de l'innovation, donc potentiellement on teste des choses et puis on revient en arrière. Il faut qu'il y ait une forme de flexibilité, sachant que par ailleurs, comme M. Gay le rapportait, on a quand même un tissu social quand même, qui normalement est assez favorable jusqu'à des niveaux de salaire très élevés. On va penser au chômage, donc il faut pas trop rajouter parce que sinon après on risque de devoir renoncer à des opportunités d'entreprises innovantes. Un deuxième point sur l'évaluation. Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Là où on a sans doute besoin de transparence et ça va aider le législateur et le décideur politique, c'est d'avoir une vision, alors pas nominative, mais des bénéficiaires directs des aides. Ça, c'est quelque chose, alors que je dis c'est par taille d'entreprise, c'est par secteur, à un niveau relativement simple, ça c'est quelque chose qui serait très intéressant. Après, si on veut évaluer les effets macro ou même des effets intermédiaires, comme M. Saliès le rappelait, on a souvent beaucoup d'aides, beaucoup de dispositifs qui interagissent entre eux, etc. Ça devient beaucoup plus compliqué d'évaluer les dispositifs un par un. Mais par contre, le CIR, vous savez très bien, et d'ailleurs, pour le coup, ça c'est un des dispositifs qui est relativement suivi, on a une décomposition par secteur, par taille d'entreprise, etc. Mon dernier point, c'est sur le seuil à 450 millions d'euros, si j'ai bien... Je pense qu'il faut faire attention au seuil. Les entreprises, surtout à cette taille, savent les contourner. Et il faut veiller à ne pas rajouter de la complexité inutile à ce genre de choses. Je pense qu'il vaut mieux avoir une règle unique pour tout le monde, quitte à ce qu'elle soit assez stricte, mais que de rajouter des seuils qui ensuite on va avoir des effets de seuil, des gens qui qui sous-traitent le R&D, qui font des montages avec des entreprises étrangères ou autres, que sais-je. Voilà. Merci, Monsieur Rodoules. Alors, est-ce qu'il y a
des collègues. Moi, je trouve que vous avez une présentation des plus complètes. L'échange avec le rapporteur, en plus, a été très intéressant, a permis de rentrer dans le détail. Excuse-moi, j'étais en train de boire. On se marre un peu. Est-ce que bon, c'est la fin de journée en même temps. On peut faire de la politique en se marrant. Oui, oui, mais bien sûr, on peut faire de la politique sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est pas non, j'ai l'habitude. Bon, pas de questions de votre côté. Moi, je tiens vraiment, à moins que vous ayez un point à rajouter ou l'un ou l'autre, mais à vous remercier parce que on a eu une présentation plus ou moins détaillée. Et voilà, et j'allais dire que si vous avez d'autres contributions que vous souhaiteriez à un moment nous envoyer, il n'y a pas de souci, vous les envoyez, on les acceptera avec tout ce qui pourra nous aider dans la rédaction du rapport. Et après, c'est quand vous voulez pour une soirée avec le rapporteur et des échanges qui pourraient être très intéressants. Voilà. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci.